Salut, c'est Alice. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Messina 1347 et un peu d'autres jeux autour. Donc Messina 1347 c'est un jeu qui a été coproduit par Raúl Fernández Aparicio et Vladimir Sushi. Donc Vladimir Sushi c'est un auteur assez connu. Je vais évoquer un peu ces différents jeux en fin de vidéo, mais c'est vraiment un jeu je pense qui a été co-développé par ces deux personnes, notamment des versions un peu précédentes proto du jeu, on a remporté des prix en Espagne, tout ça, donc je pense que de base le porteur de projet, et pas que Vladimir Sushi, quoi. C'est clairement un auteur, mais voilà, ça a été, parce que j'entends souvent dire que c'est un Vladimir Sushi, et oui, mais pas que. Voilà, désolé, c'était un peu maladroit, je pense, mais c'est pas trop grave. Du coup, je vais commencer par vous parler un peu de Messina. Je vais vous faire une brève présentation du jeu. Ensuite, je vais présenter un peu les règles. Ensuite, je vais dire un peu ce que j'en pense. Et après, je vais parler un peu d'autres jeux autour. Donc, surtout les jeux de Vladimir Sushi. Voilà. Un peu en mode énumération, ce que j'en pense. J'essaierai de faire un petit bilan sur la patte de l'auteur, même si je sais pas si j'ai des choses extrêmement pertinentes à en dire, mais on va essayer. Ok. Donc Messina 1347, donc c'est sorti à Essen dernier en VO. Je crois qu'il est sorti en VF, je suis pas sûre, j'ai pas vérifié. Chez Delucius Game donc. Et donc c'est un jeu sur la peste noire où on va jouer le confinement. On a un plateau central avec différents quartiers sur lesquels il va apparaître des citoyens et des cubes de peste. On va se déplacer avec nos ouvriers, donc nos ouvriers vont faire des actions sur ces cases. Quand on fait une action sur une case, on commence par combattre la peste si on peut à base de feu, puis on récupère des bonhommes chez nous, soit dans nos quartiers s'ils ne sont pas pestiférés, soit si ça vient d'un quartier pestiféré en quarantaine. Ensuite on va faire l'action de la case, et après on va pouvoir jouer donc, avec les bonhommes qui sont chez nous, qui vont nous donner donc, divers bonus en fonction de certaines actions, et potentiellement des revenus par tour en fonction de là où ils sont. Et on va pouvoir ensuite les renvoyer sur les quartiers pour repeupler les quartiers pour des gros points de victoire. Ça joue avec un ordre du tour où il va se passer un peu diverses choses, mais principalement c'est vraiment un jeu de pose d'ouvriers autour de ça. Et donc sur le plateau, on a diverses pistes sur lesquelles on va pouvoir progresser. On a vraiment un fond de gestion d'actions et de ressources où on a donc du bois et des sous en ressources principales, du feu pour aller combattre la peste, et le but c'est de faire un maximum de points de victoire en avançant sur certaines pistes, en faisant des combos, en débloquant plus de bonhommes, en activant des bonus divers et variés, en faisant progresser une piste de parchemin qui va valoriser certains décomptes en fin de partie. Donc ça c'est un peu pour l'idée du jeu. On va avoir un plateau qui va grandir au fur et à mesure de la partie, donc en fonction des manches on va avoir quelques actions en plus. Sachant qu'on a de plus en plus d'ouvriers globalement autour de la table normalement. Et à la fin le but c'est d'avoir un maximum de points de victoire. On va construire des bâtiments, tout ça. Voilà, donc il y a une mouture qui est assez classique sur certains points et qui apporte clairement des nouveautés et des originalités, donc avec un placement localisé géographique d'ouvriers, où on va au début pouvoir se mettre où on veut pour faire une action, et ensuite on va devoir faire des actions autour, et sinon ça va nous coûter cher pour aller plus loin. Donc des sous qui sont pas... on n'a pas énormément de ressources en nombre dans le jeu. Donc potentiellement c'est un peu cher d'aller faire des actions plus ou moins loin, donc on essaye aussi de jouer un peu sur cette partition géographique des meeples et des citoyens qu'on va récupérer chez nous. Ça en fait un jeu qui est à la fois un peu technique pour aller voir qu'est-ce qu'on veut aller faire, quel bonus on veut activer à quel moment, et où, comme il y a vraiment une pose d'ouvrier avec le premier sur la case peut l'utiliser et pas les autres, et qu'il y a plusieurs tensions, avec des fois un petit peu d'opportunisme là-dessus, mais surtout de ne pas louper l'occasion et de revoir ses plans en fonction de ce qui s'est passé. Il y a plusieurs axes de jeu dans le jeu qui sont vraiment plusieurs et être valides. Je vais rentrer un peu plus dans le descriptif des règles. Alors, on a un plateau central qui va ressembler à ça, donc là c'est à l'envers, désolé. On a des ouvriers, au début on démarre avec 2 ou 3 ouvriers chacun, on va pouvoir en débloquer plus en cours de partie. À chacun de nos tours, on va prendre un de nos ouvriers, donc à partir du deuxième tour, au début quand ils sont en dehors du plateau on les met où on veut, mais à partir du deuxième tour, les ouvriers qui sont couchés, qui n'ont pas encore joué ce tour-ci, donc là tous les ouvriers ont déjà joué ce tour-ci, mais imaginons que j'ai un ouvrier couché quelque part, imaginons que je suis le bleu là sur cette case, et qu'il est couché. Je vais pouvoir aller me mettre n'importe où, donc sur la fleur, disons, autour, donc celui qui est là et les 6 cases autour. Une case libre, je me pose dessus et pour effectuer son action principale. Je peux aller plus loin, chaque case de plus que je vais parcourir, par exemple si je veux aller là, ça me coûte 1 sou. Si je veux aller encore plus loin, ça va me coûter 2 sous.
Quand je vais arriver sur la case, il va se passer plusieurs choses en fonction de l'état de la case. Déjà, la question c'est est-ce que la case elle est pestiférée ou pas? La case est pestiférée, ça veut dire qu'il y a un ou plusieurs cubes noirs comme ça dessus. S'il y a des cubes noirs dessus, je vais pouvoir les combattre avec du feu. Donc pour les combattre avec du feu, je dépense un feu par cube présent. Il y a des trucs pour les doubles feux où c'est un cube sur place, un cube adjacent. Plus tard dans la partie, il faudra 2 feux par cube. Et chaque cube que j'arrive à vaincre comme ça va me faire avancer sur la piste. Est-ce qu'elle est là? La piste de popularité. Ça, j'avance d'une case à chaque fois que j'ai combattu le feu et je peux pas avancer autrement. Donc combattu la peste par le feu. Ça dit qui a participé le plus à la peste. Une fois que j'ai fait ça, je regarde s'il reste de la peste sur ma case. Donc si sur ma case, normalement je l'ai combattu le feu, si j'ai combattu la peste si j'avais du feu. Si il reste des cubes, je prends un rat par cube qui reste. Les rats, ça va être des points en moins en fin de partie. Ensuite, je regarde s'il y a des citoyens, comme ça, des petits jetons citoyens. C'est vrai que avec les dessins, c'est pas toujours extrêmement lisible, est-ce qu'il y a des citoyens ou pas de loin, mais avec les jetons en relief, ça se voit un petit peu mieux. Des fois, on visualise pas tout en un clin d'œil. S'il reste des citoyens, je les récupère chez moi. Donc chez moi, j'ai un plateau personnel qui va ressembler à ça. Donc sur mon plateau personnel, j'ai différents quartiers, donc il y a 3 types de citoyens, les nonnes, les soldats et les artisans. Si c'était sur un quartier où il n'y a pas... Donc si j'ai combattu la peste ce tour-ci, peu importe qu'il reste de la peste ou pas, s'il y avait de la peste dans le quartier, la personne part en quarantaine, c'est assez logique. Du coup, elle va venir dans une de ces maisons-là. Dans une maison, il peut jamais y avoir qu'un seul bonhomme en quarantaine, sinon c'est pas une quarantaine. Et en gros, ça veut dire qu'il va y avoir un délai de 2 tours avant qu'ils rejoignent nos quartiers, pendant lesquels ils vont potentiellement produire en phase de production. Si jamais c'était d'un quartier qui n'était pas pestiféré, quelqu'un qui n'est pas cas contact, dans ce cas, je peux le mettre directement dans un quartier. Je choisis un emplacement disponible de son type et je le pose dessus. Côté B du plateau, donc il y a 2 côtés de plateau, j'y reviendrai après, si on joue sur un petit éclair qui dit effet immédiat, bah on fait l'effet quand on pose le bonhomme dessus, on recouvre d'une porte pour dire que l'effet a été fait et qu'il ne pourra plus être réalisé dans la partie. Sinon, ça va s'activer quand les petits bonhommes vont passer autour. J'aurais peut-être dû en parler au début, donc sur ces plateaux personnels, on a des faces A et B pour le grand plateau au milieu et pour les plateaux de scoring. Moi personnellement, le setting que je trouve le plus intéressant, c'est d'avoir ce grand plateau côté B, parce que ça permet vraiment plus de choix, plus variés sur le placement des bonhommes et les activations de pouvoir. Et par contre, ces parchemins, moi je les préfère niveau A, parce que niveau B, des types de décomptes sont un peu bizarres. Donc ça va être des points en fin de partie qu'on va pouvoir se spécialiser dedans. Et moi j'ai tendance à préférer la face A. Voilà. Donc là, on a récupéré potentiellement un bonhomme chez nous. Une fois qu'on a récupéré un bonhomme chez nous, on va pouvoir faire l'action principale du plateau. Donc là, si on s'était placé sur cette case, c'était pour faire cette action. L'action, elle dépend des cases. Par exemple, ici, c'est récupérer 2 bois, c'est facile. Donc on a des fois récupéré des feux, des bois, des sous. Super facile, on sait ce que c'est. Des fois, il y a des symboles comme ça de bouquins qui permettent d'avancer sur la piste correspondante, donc du plateau principal à 3 pistes qu'on a vu tout à l'heure, qui va potentiellement nous débloquer des bonus, notamment avoir de nouveaux bonhommes. C'est comme ça qu'on les débloque. Sinon, on trouve sur toutes les cases la possibilité d'aller repeupler le quartier. Donc c'est ce qui est marqué là avec des petits symboles. Donc c'est à l'envers et en petit. Mais hop, ça va pouvoir se voir. Donc par exemple ici, avec 2 soldats et un bois et un chariot, parce qu'il faut toujours un chariot pour emmener les gens vers le quartier, je peux repeupler le quartier. Ça me fera mettre une petite bannière qui va ressembler à ça, au-dessus. Ce qui fait que maintenant, chaque fois que quelqu'un fera l'action, je vais marquer 2 points, y compris c'est moi. Et en fin de partie, j'aurai 10 points, parce qu'il y a marqué 10 ici. En fin de partie, on a aussi des points pour ces trucs. Donc ça, c'est voilà, potentiellement phase B, on a des points pour des majorités là-dessus. Donc ça, c'est repeupler le quartier, c'est toujours disponible. Donc soit on repeuple le quartier, soit on fait le cartouche. On ne peut pas faire les deux. Dans le cartouche, on trouve aussi des symboles comme ça. Donc ça, c'est avancer le maître du quartier des soldats. Donc le maître du quartier des soldats, c'est des petits bonhommes qui font des rondes chez nous. Donc ça, ici, tout à l'heure, on a mis des bonhommes dans nos quartiers. Et on va avoir des petits bonhommes comme ça qui font des rondes selon des chemins qui sont indiqués. Donc lui il tourne plus dans l'autre sens, voilà. Donc là il est en train de tourner dans ce sens-là. Donc si j'active le fait de faire une ronde d'un soldat, il va avancer sur la case suivante et il va activer des bonhommes des quartiers correspondants. Donc par exemple sur cette case-là, ça dit ça en active un de ce cadran-là et un de ce cadran-là de base. Quand j'active un bonhomme de ce cadran, je gagne ce qui est marqué dessus. Donc par exemple, en arrivant ici, je peux choisir de faire un parchemin. Un parchemin, c'est monter un cube d'une case là-dessus pour améliorer un scoring. Et de par exemple faire celui-ci pour gagner 2 sous. J'aurais pu aussi faire un sou et un point. Voilà. Et on trouve sur le plateau, comme sur les actions de bonhomme, des actions de si. Si, ça veut dire faire une construction. Donc faire une construction, c'est assez simple. On a différents types de bâtiments en haut qui sont disponibles. On en choisit un qu'on récupère chez nous. Donc point de vue des types de construction.
il y a des petites maisons de quarantaine. Donc on a vu que nos bonhommes, on les mettait en quarantaine. Si on a amélioré nos maisons de quarantaine, donc le coût il est toujours marqué dans la porte, c'est ce que ça rapporte sur le côté. On paye le bâtiment, on le place sur une des maisons de quarantaine occupées ou pas. Et maintenant, à chaque fin de tour, si la maison de quarantaine est occupée, on va gagner ce qui est marqué dessus sur la phase revenu. Les bâtiments de production ici sont un petit peu différents, ils se mettent à côté de notre plateau, on peut en avoir maximum 6 je crois, enfin peut-être plus, mais voilà. Ici il va falloir sortir un bonhomme d'un quartier, donc un mec qui est déjà plus en quarantaine, qui était venu dans un quartier à un moment ou à un autre, et à n'importe quel moment on le prend et on le sort pour le mettre sur un bâtiment de production, donc il ne pourra plus activer son bonus de chef de quartier. Et on le pose dessus, donc au moment de construire le bâtiment, on a toujours payé ce qui était dans la zone sombre. Il faut que ce soit du bon type. Par exemple, ça ne prend qu'une nonne, et c'est en doré, donc ça veut dire une nonne évoluée, parce qu'on va pouvoir faire passer les bonhommes niveau 2. Et ça va me rapporter en phase de revenus ce qui a marqué ici à droite. Donc ici, un double feu et un sou. Voilà. Et dernier type de bâtiment, c'est les chariots. Donc les chariots, ça coûte relativement cher, ça rapporte quelques points immédiatement, et c'est ce qui va nous permettre de repeupler les quartiers. Quand on a un chariot, on peut l'utiliser une fois par tour pour repeupler un quartier, donc on ne peut pas repeupler 15 quartiers d'un coup si on ne l'a pas un peu préparé. Les chariots, on peut en avoir un ou deux. Officiellement, on a le droit d'en acheter plus, c'est un peu chaud. Voilà, donc ici les bâtiments de quarantaine, sur le côté les bâtiments de production, sur le côté les chariots qui vont nous permettre de repeupler. Est-ce qu'ici il y a des chariots? Non, pas encore. Ah si, là il y a un petit chariot, donc ça dit une fois par tour, cette personne a le droit de repeupler un quartier. Quand on repeuple un quartier, ça nous demande de prendre un lot de bonhommes de chez nous et de les dépenser. On les remet dans le stock. Pareil, des fois il y en a qui vont être en normaux, il y en a qui vont être en doré. Doré ça veut dire bonhomme amélioré. Ici il y a une action qui permet de dire je passe un bonhomme normal au bonhomme amélioré. Je le retourne, tout simplement, il a une phase dorée. Ça sert à ses contrats de livraison, ça sert sur certains bâtiments de prod où c'est obligatoire d'être amélioré, ou alors ça va donner un plus gros bonus en étant amélioré. Et à chaque fin de tour, chaque bonhomme amélioré qui est dans un bâtiment de production rapporte un point de victoire. Donc c'est de la petite optimisation de points. On trouve comme ça donc ces différents éléments sur les différents quartiers, y compris les ports qui sont aussi des cases de quartier qui permettent d'avancer donc ces petits bonhommes là sur le côté. Et on va trouver des barques. Donc les barques, c'est à 1 distance du port, okay, donc c'est plus loin. Dessus, on va pouvoir combattre la peste. Ça va nous rapporter tout de suite pas mal de sous et éventuellement un peu de points. Et tous les 2 bateaux qu'on a, on a le droit de faire une avancée de mètres de quartier autour de notre gus. Donc pareil, ça se combat avec le reste. Souvent, c'est un peu négligé, mais je pense que ça peut être pas mal, notamment si c'est un peu un marché de niche que les autres le prennent pas trop. Ça peut devenir sympa. Et il y a toujours un cube de peste dessus. Sur ce plateau central, donc on a vu ici la première piste, qui est la piste de popularité. Donc là, on a un peu décrit les actions possibles à notre tour. Hein. Donc je répète, à notre tour, on choisit une case sur laquelle on va. Donc on se déplace de base d'un bonhomme du plateau. Si on n'a plus de bonhomme à déplacer sur le plateau, on prend un bonhomme extérieur et qu'on place. Si on n'a plus de bonhomme, on a fini cette manche en fait. On va jouer en 6 manches la partie. Donc on va sur une case. S'il y a de la peste, on peut combattre la peste avec du feu, ça nous fait augmenter sur la piste de popularité. S'il reste des cubes, on prend des rats. Ensuite on récupère les citoyens qui sont dessus, donc soit en quarantaine, soit dans nos quartiers. Depuis nos quartiers, ils peuvent partir à n'importe quel moment vers des bâtiments de production. Et ensuite on fait notre action principale, donc soit la cartouche de la case, soit la livraison de bonhomme à condition d'avoir un chariot. Et que le quartier ne soit pas déjà occupé. Dans ce cas, on met un petit jeton par-dessus. Maintenant, chaque fois que cette case sera activée, on marquera 2 points. Chaque fois qu'elle va recevoir un cube de peste, on va recevoir un rat. Et après, c'est au joueur suivant. Le joueur suivant, donc quand on livre un quartier, on enlève tous les éléments qu'il y a demandé de notre plateau pour les rendre. On joue comme ça jusqu'à ce que tout le monde ait fait toutes ses actions. Donc une action, ça tourne. Après, on va faire un décompte de fin de tour. Donc c'est là que nos bâtiments de production et de quarantaine vont produire ce qui est marqué dessus. Et il va se passer un petit refresh. Donc on va faire apparaître des nouveaux bateaux, on va faire apparaître un nouveau quartier, on va refaire apparaître des cubes de peste et des citoyens. Donc ça se fait grâce à une roue comme ça, qui dit sur quel type de symbole arrive la peste et sur quelle couleur se recharge en bonhomme. On la fait tourner d'un cran à chaque fois, donc ça alterne un peu où est-ce qu'il arrive des trucs. S'il y avait des bonhommes pestiférés dans les quartiers du tour précédent, ils sont morts, donc ils dégagent. Et on regarde qui est premier joueur, donc l'ordre du tour va dépendre de qui est premier sur quelle piste, et ça varie en fonction du tour dans lequel on joue et de la manche, et on peut le faire varier de partie en partie pour que ce soit pas toujours exactement la même chose dans le même ordre. Donc sur ces pistes, première piste, piste de popularité, chaque fois qu'on combat la peste, on avance de 1. Les 2 pistes suivantes, c'est des pistes sur lesquelles on va pouvoir avancer quand on récupère une action avec ce symbole-là, que ce soit sur le plateau ou sur nos pistes de citoyens. Et ça va nous donner divers bonus. On peut aussi avancer sur cette piste
en payant des sous. On peut payer autant de sous que le nombre de bonhommes qu'on a, donc au début 3 parce qu'on a 3 bonhommes, puis 4, puis potentiellement 5 si on a récupéré plein de bonhommes, donc on paye 3 à 5 sous, et on avance un de nos jetons d'une case. On peut le faire à tout moment. Les bonus qu'on va récupérer, on les récupère au moment de notre choix dans le tour. La piste là, elle va nous permettre d'avoir 2 bonhommes supplémentaires pour jouer avec jusqu'à 5 bonhommes, et en fin de partie, si on arrivait loin, ça vaut des points, plus ça permet d'arriver ici, d'activer un cartouche n'importe où sur le plateau, comme si on avait fait l'action. Et ici, ça va permettre de passer les bonhommes niveau 2 sur le plateau, donc les maîtres de quartier niveau 2, on va les retourner, et ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils vont activer des bonhommes dans un quartier, ils vont en activer 2 à la place d'un, en gros. Il y a un petit résumé, c'est pas si évident que ça sur comment ça va se passer, mais c'est l'idée. Et ici, ça peut activer un bonhomme n'importe lequel, n'importe où, en plus avec des avancées. Donc ça a un peu ses spécialités, et ça fait des ordres du tour sur certains éléments, et ça fait des points en fin de partie si on a bien avancé. Il y a des aides de jeu qui sont un peu difficiles à décrypter au tout début, mais une fois qu'on a compris ce que c'est, elles sont vraiment pas mal pour suivre ce qui va se passer dans le tour. On joue comme ça 6 manches, à la fin de la partie c'est plus dur de combattre la peste, mais ça rapporte des points à chaque fois. À la fin de la 6e manche, on va compter les points. Donc les points globalement donc il y a des points qu'on marque en cours de partie, des points en fin de partie. Les points jaunes c'est des points de fin de partie, les points rouges c'est des points en cours de partie. Ça a une importance parce que l'ordre du tour, des fois, ça dépend de celui qui a le plus de points, et donc ces points-là comptent pas dedans. Donc les points de fin de partie, c'est on perd des points pour la peste qu'on s'est pris, on regarde qui est le plus populaire, qui a le plus combattu la peste, il va marquer des points, on marque des points en fonction de là où on est arrivé sur ces pistes, sachant que sur la popularité on a reculé si on avait des rats. Donc ça fait des points. Les points des quartiers qu'on a livrés, qu'on a repeuplés, et je crois que c'est à peu près tout, il y a peut-être des points pour les reliquats quelque part de quelque chose. Voilà, à un moment on change de bâtiment aussi, je ne l'ai pas dit, mais en fin de partie, on n'a plus des bâtiments de revenus, mais des bâtiments à effet immédiat, donc il n'y a plus beaucoup de tours et que ça servirait à rien. Ah oui, et les points des parchemins, si quand même, ça c'est relativement important. Donc les points des parchemins, donc ça c'est la phase A, moi c'est la phase que j'aime bien pour... Elle est symétrique entre tout le monde, la phase B elle est dissymétrique. Donc la phase A, on a ces différents pions qui vont avancer à différents niveaux. Donc là par exemple c'est comme ça. Ici ça veut dire qu'en fin de partie je vais marquer 3 points par bâtiment construit chez moi. Pour un maximum de 6 bâtiments. Si je construis 9 bâtiments, je marque quand même que 3 x 6, 18 points. Ici c'est pour le nombre de bateaux que je vais avoir. Donc potentiellement en le montant ça peut quand même pas mal se valoriser. Et ici c'est pour le nombre de quartiers que je vais avoir repeuplés. Donc là ici en bas ça rappelle que tous les 2 bateaux que je récupère, je fais une avancée de bonhomme sur un quartier quelque part. Voilà pour la structure du jeu. Donc j'ai été vite, hein, c'est pas toutes les règles en détail, mais ça permet d'avoir une idée donc, de comment ça marche Messina. Donc principalement de la pose d'ouvriers sur le plateau central, avec de l'optimisation de bonhommes sur nos petits plateaux qui nous permettent d'avancer sur des pistes, de débloquer plusieurs bonus, avec un peu de ressources, donc les ressources de bois et de sous, et les citoyens qui sont des espèces de ressources qu'on a chez nous qui vont permettre de repeupler les quartiers, et en attendant de faire activer des bonus par cette gestion de maître de quartier. Le tout est assez original et surtout ça s'imbrique plutôt très bien. C'est assez malin, on galère vraiment à débloquer ce qu'on a envie de débloquer, il ne faut pas perdre de vue l'essentiel de ce qu'on veut faire, comme un peu dans ce type de jeu. C'est bien pensé, moi honnêtement je trouve ça un peu froid, je vais passer à mon avis. Donc je trouve ça un petit peu froid, après c'est vraiment de la gestion de ressources et de l'activation de bonus et de cases de manière optimale pour faire des points de victoire. J'aime bien, de temps en temps, c'est pas pile ce que je préfère dans la vie. Le côté développement est présent mais pas très fort. On a de plus en plus de bonhommes, on a de plus en plus de choses, et c'est plutôt trouver le chemin optimal, essayer de faire mieux, de tirer un maximum de ses actions, de prévoir d'activer tel et tel bonhomme plusieurs fois pour aller réactiver plein de fois les bonhommes dans son quartier. Voilà, ça peut faire des gros points. Ça marche bien, c'est assez fluide, ça marche très bien à 2. À 4 c'est un petit peu long quand même, je trouve, mais c'est sympa ce qui se passe sur le plateau. Et oui, il y a quand même du calcul à faire, les tours sont pas immédiats. La partie est pas trop longue non plus, il est pas trop compliqué à expliquer. J'ai envie de dire, c'est un bon jeu qui paraît assez solide dans sa catégorie, qui a des points d'originalité, dont le thème est très fort et très dans l'actualité du coup. Mais voilà, pour moi, il lui manque un truc pour vraiment se démarquer et être un jeu exceptionnel qui me fera triper à mort des siècles durant. Je pense vraiment que c'est un jeu auquel je vais jouer de temps en temps pendant longtemps.
En plus, vraiment, une fois qu'on connaît les règles, tous les symboles sont ultra clairs côté ergonomie, c'est top. Les aides de jeu qui sont obscures au début s'éclaircissent vite. Et ça fait qu'on peut le ressortir facilement après des mois sans y avoir joué et que ça va être facile à expliquer. On va se souvenir de tout, c'est bien fichu. Tout est adapté au nombre de joueurs aussi, donc ça c'est pas mal. Notamment les tuiles sont pensées pour être jouées pile dans la bonne configuration de joueurs. Voilà. Il va se passer des choses, il y a plein d'éléments sympas. Et c'est de la pose d'ouvrier, avec des éléments en plus. Les éléments en plus sont plutôt des éléments un peu calculatoires de prévision, sur lesquels il faut sans arrêt avoir des moyens de retomber sur ses pattes si ça se passe pas exactement comme on veut, parce que la pose d'ouvrier, on n'a pas 12 milliards de cases, et donc elle peut être assez agressive. On n'a pas 12 milliards de ressources, on n'a pas... Voilà, donc comme on joue, pas dans la frugalité totale, mais on n'est pas, c'est pas fast. Et il y a une relative précision dans l'enchaînement des actions. On est quand même un peu obligé de se surveiller. Moi, c'est l'aspect un peu qui me saoule un peu dans le jeu. Dans qu'est-ce qu'on peut repeupler et qui peut repeupler, à quel moment, vérifier si on va nous piquer ce qu'on veut repeupler, ou aller faire l'action tout bêtement pour bloquer la case à celui qui voudrait repeupler sur place. C'est un truc qui se fait et ça demande un peu d'observation. Et moi, cette phase d'observation me plaît un petit peu moins. Le cœur du jeu est vraiment mignon. Voilà, donc ça c'était pour Messina. Ça vaut le coup d'y jouer en tout cas. Surtout si vous jouez à 2 ou 3. Je pense qu'en jeu de gestion de ressources à 2-3 personnes, il est très bien. Voilà, donc comme j'ai dit, c'est un jeu qui a été donc co-signé par Raúl Fernández Aparicio et Vladimir Sushi. Donc je vais parler un petit peu des jeux de Vladimir Sushi. Avant ça, je vais quand même parler ici de The Colonist. Donc The Colonist, c'est un jeu de 2016 qui est très long et qui retrouve en fait ce même principe de placement localisé. Donc on a des bonhommes sur un plateau, d'un tour à l'autre on va les déplacer pour aller activer les choses qu'il y a autour. Il y a une idée de chaînage d'action qui est assez sympa, une idée de production de ressources chez soi, de différents niveaux d'ouvriers, de tas de trucs. Je me souviens plus bien, moi j'y ai joué il y a longtemps, il y a plein de ressources. C'est un jeu, donc ça se dit Epic Strategy Game, et c'est vrai que c'est un côté Rosenberg version épique, où on joue en 4 époques normalement, et il va vraiment se passer du développement qui va vraiment changer le plateau, qui vaut vraiment le coup de faire une partie complète. Les parties complètes c'est 6 heures, hein, c'est très très long, même à peu de joueurs, et il y a des choses qui sont sympas, mais il y a un côté un peu tout ça pour ça, un peu laborieux et très très long, même si moi j'avais bien aimé le principe. Donc voilà, donc ça j'en avais fait une partie il y a longtemps, mais je pense que c'est un peu... je suis pas sûre que je sois le seul à avoir fait ce placement localisé, mais ça rappelle... vraiment un peu l'esprit quand on joue à Messina de The Colonist. Oui, c'est un jeu de Team Pulse. Bon, voilà. Bon, bref. Du coup, sur... non. Hop. Ouais. Donc déjà, je voulais dire que Messina, donc il a été coécrit donc, par Vladimir Sushi et Aparicio. Et du coup, Aparicio, lui, il est moins connu. Avant, il a fait juste un petit jeu qui est un petit jeu d'ambiance de cartes pour aller se servir des pintes dans un bar. Voilà, j'y ai pas joué, je connais pas trop, mais c'est pas son tout premier jeu, mais son tout premier gros jeu, quoi. Du coup, je vais parler un petit peu des autres jeux de sushi. Donc déjà, donc, il a fait pas mal de jeux. Il a fait des jeux quasiment chaque année, je crois, depuis 2016. Avant ça, il en avait fait un ou deux autres qui sont quand même relativement notables. Et il y en a un qui arrive là bientôt, qui va être Woodcraft. Donc Woodcraft, c'est un jeu qui co-signe aussi. Donc là, c'est ses 2 premiers jeux co-signés, je crois, si je dis pas de bêtises, avec Ross Arnold. Donc Ross Arnold, c'est son premier jeu, c'est un Américain. Et il co-signe un jeu qui est plus léger que du Underwater Cities, du Praga ou du Messina, a priori, qui est un jeu de gestion à base de gestion de dés, un petit peu, qui va être des cubes de bois qu'on va pouvoir replanter pour refaire des arbres, ce genre de choses, et des cartes d'ouvriers chez soi, avec un principe de roue d'action, avec des cadrans, et les actions qui vont se déplacer de cadran à cadran, donnant différents bonus quand on les récupère. La règle a été publiée là sur BGG, je voulais la lire, voir ce que ça donnait. Je l'ai survolée, ça me semble assez attirant point de vue cadran. Je vais peut-être en reparler du coup dans une prochaine vidéo un peu plus en détail, une fois que j'aurai lu la règle et que je pourrai parler un peu plus précisément de ce que c'est. Ils l'ont annoncé comme un jeu plus simple, ça n'a pas l'air non plus simpliste, hein, à la règle, voilà. Bon, faut que je regarde
plus que ça, je suis assez excitée. Je voulais quand même remarquer, donc c'est Delicious Game, donc Delicious Game c'est un peu la boîte qui produit Sushi là depuis Underwater. Donc il y a une petite boîte familiale, il y a marqué. Un truc que je trouve assez rigolo, c'est que là ça fait 2 jeux qui co-signent avec des gens dont c'est le premier jeu, donc ma supposition c'est que c'est un peu des gens qui sont venus avec une bonne idée et qui avaient vraiment besoin d'un co-auteur pour vraiment le développer à fond et que c'est là-dessus qu'ils se sont retrouvés. Je n'ai pas la confirmation là-dessus, hein, mais ça semble être ça. Et ce que je trouve assez rigolo, c'est que Raúl Fernández Aparicio, donc c'est un espagnol, là Ross Arnold c'est un américain, et Vladimir Sushi c'est un tchèque. Du coup, je sais pas trop comment s'est fait la collaboration, à travers quel biais, comment ils se sont rencontrés, tout ça, mais je trouve ça assez chouette parce que souvent les collaborations qu'on voit sur les jeux de plateau sont des collaborations relativement locales. C'est des gens qui se connaissent et qui a priori jouent un peu ensemble et qui se mettent à développer leur jeu ensemble, qu'ils soient très proches de base ou pas, je sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est relativement original, ce côté des collaborations à l'international autant. Peut-être que c'est le confinement et le Covid qui a favorisé ça, même si bon, Messina est sorti en 2021 là, donc c'est à mon avis trop short pour que ce soit ça en termes de timing. Mais ouais, je trouve que c'est une démarche qui vaut le coup d'être soulignée, et en plus d'avoir comme ça un grand nom qui accompagne des auteurs un peu débutants. Bon, j'ai pas regardé, il doit y avoir des informations quelque part, mais ce serait intéressant de voir un peu comment ça s'est passé, la démarche, tout ça. Voilà, donc ce sera intéressant, mais j'ai pas regardé, hein, donc c'est un peu des paroles dans le vent ce que je suis en train de dire. Mais voilà, c'était pour signaler ça. Donc ça a l'air assez chouette. J'avoue que ça m'excitait moyennement dans le pitch. Et en fait, là, on commence à regarder la règle. Ouais, je pense que je vais regarder la règle en entier. Peut-être cette semaine, je vous en reparlerai. Hop. Alors, Praga. J'ai listé un peu ces jeux précédents dans l'ordre anti-chronologique. Donc du plus récent au plus vieux. Praga, c'est un jeu donc de gestion. On va construire une ville, on va avoir des murailles près de chez nous, on va avoir des ressources qu'on va stocker sur des roues avec de la production qui va pouvoir se passer de diverses manières. On va construire la ville tous ensemble, ce qui va nous permettre de progresser donc sur la ville, sur la cathédrale et sur les remparts, sur le mur. En récupérant ses tuiles au marché, et pour ça à chaque fois on fait une sélection d'actions sur une roue, donc on prend une roue, donc plus ça fait longtemps que l'action n'a pas été sélectionnée. Dans Woodcraft ça a l'air d'être l'inverse un peu, qu'on a intérêt à prendre des actions qui ont été sélectionnées récemment, sauf si l'autre elle a été trop jouée la suite. Bon bref, on verra quand on aura Woodcraft. Donc on prend une action, si ça fait longtemps qu'elle n'a pas été jouée, on a des points bonus, ça nous donne à la fois des points sur la roue, plus une action parmi deux. Parmi les 2 actions dans lesquelles on a le choix, on a toujours le choix entre une action de construction, donc qui soit améliore nos actions, soit permet de construire le rempart autour de chez nous et nous donne divers bonus en payant de la pierre, soit permet de construire la ville, donc en payant principalement des sous, pour nous donner des avancées là-dessus et des points aussi de diverses manières en contribuant aux majorités autour des places. C'est un jeu dans lequel on va débloquer plusieurs petits bonus, il va se passer ça, qui va se passer ça, qui va se passer ça, et nous donner plein d'actions. Oui, donc je n'ai pas fini ma phrase parce qu'elle était trop longue. Donc sur chaque tuile, on trouve soit une action de construction d'une de ces 3 tuiles, soit une des 3 actions autres, qui est produire de la pierre, produire de l'or, ou avancer sur le pont, avancer sur la piste de route et du pont, ce qui va pareil nous débloquer divers bonus à l'arrivée, et nous permettre de passer le pont pour avoir des gros bonus, en payant des œufs pour avoir plus de choses. Donc c'est vraiment un jeu d'enchaînement de divers bonus. On va pouvoir débloquer de la science pour avoir des technologies immédiates ou plus tard. Donc la science, on la débloque... comment on la débloque? En avançant sur des pistes, en débloquant des... Je suis plus sûre. Bon bref, j'y ai joué récemment en plus, hein, mais bon. Donc tout débloque un peu tout est lié à tout, on a besoin de ressources, on se spécialise un peu mais pas trop, on essaye de profiter des opportunités de ce qu'on peut avoir, on essaye de faire des tours qui vont bien marcher pour que tout pam 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 se débloque, on peut faire quelques actions supplémentaires dans la partie en dépensant des fenêtres, c'est mignon, c'est vraiment un jeu de combo avec un peu de développement, mais on a toujours envie on peut toujours faire plein de trucs et on a toujours envie d'en faire plus. Il paraît un peu fouillis vu comme ça, là je l'ai ressorti, ça faisait un moment que j'y avais pas joué. Et au final, il s'explique assez bien. À part un ou deux trucs qui mériteraient d'être écrits sur le plateau, par exemple qu'on peut renouveler les tuiles pour un peu de sous ou un peu de pierre.
qui est pas écrit et qui du coup fait un peu galérer. Mais sinon le système de jeu est vraiment très malin, tout s'enchaîne et c'est un jeu d'enchaînement, c'est un jeu qui peut être assez jouissif là-dessus parce qu'on enchaîne plein de trucs. Le début de la partie est vachement fluide, en fin de partie on fait des gros tours que moi j'ai trouvé moins agréable parce que du coup ça s'enchaîne moins. Mais sur comment on s'oriente, parce qu'au bout d'un moment, quand on a beaucoup de bonus quelque part, on a envie de voir comment faire plus sur ce truc-là, vu que tous les décomptes sont un peu croisés. C'est bien sympa. Donc ça, il me fait plaisir. Et quelque part, c'est un jeu, j'y pense pas beaucoup. C'est pas un jeu que je pense spécialement à sortir, mais que quand je sors, je suis assez contente. Voilà, avec ce genre de phénomène d'enchaînement. Hop, Monster Baby Rescue, ça j'y ai pas joué du tout, c'est un jeu tout léger où on va élever des bébés monstres et s'occuper d'eux pour qu'ils grandissent bien. Voilà, donc j'y ai pas joué, j'ai rien à dire dessus. Hop. Underwater City. Donc Underwater City, j'ai pas pris de photo parce que j'en ai pas trouvé qui me convenait rapidement. C'est un jeu, je pense que beaucoup de gens connaissent, donc ça va être un jeu de pose d'ouvriers sur des actions autour du plateau. On va avoir des cartes un peu à la Terraforming Mars, mais beaucoup moins carte Driven que Terraforming Mars. On peut avoir quelques cartes. Quand on fait une action, elles sont soit rouges, soit jaunes, soit vertes. Si je choisis de faire une action verte, j'ai le droit de jouer une carte verte, qui donne soit un bonus immédiat, soit un bonus permanent, soit un bonus de production. Le tout pour développer son plateau personnel, sur lequel on va construire des dômes et des usines, qui vont générer de manière plus ou moins directe des ressources et des points de victoire. Ça se joue en un nombre de tours fixes, c'est assez malin, c'est assez serré sur les actions, il y a une vraie compétition pour faire telle ou telle action sur le plateau. Sur les enchaînements aussi de comment réussir à construire ce qu'on a envie de construire dans le temps imparti avant la prochaine manche. Et donc il est un peu tendu là-dessus. Moi, c'est un jeu où je suis pas si fan que ça. Alors, j'ai quand même beaucoup aimé, hein, faut pas déconner. Mais il y a beaucoup de gens qui le trouvent absolument extraordinaire, et moi, je le trouve juste très bien. Il y a un truc qui m'excite pas tout à fait, un peu comme dans Messina. Je trouve que ça tourne bien, qu'il y a des actions, qu'il se passe des choses. J'aime pas trop la manière dont on subit un peu les cartes. Ça oriente un peu notre enchaînement d'actions, ce qui ça est plutôt sympa. Mais sur le type d'effet, sur ce qu'on va faire, on a moins ce côté où on va se diriger de flow, on pioche plein de cartes, on brasse plein de cartes, il y a moins ça. Ça va nous donner des bonus. Il a eu des extensions auxquelles j'ai pas joué, à ce qui paraît son extension est vraiment très bien. Voilà, donc j'essaierai un jour, hein, c'est juste que pour le moment j'ai pas eu l'occasion. Aussi parce que je l'ai pas spécialement cherché, parce que moi c'est pas le jeu qui donc m'excite le plus. Voilà, donc un jeu qui a très bonne presse et que moi j'y trouve ce même côté un peu froid, un peu comptable sur comment est-ce qu'on va faire des points. Nous on a souvent eu envie de bourriner les usines vertes. Voilà, j'ai adoré les premières parties, vraiment. Puis au bout d'un moment, cet enchaînement d'actions à optimiser de manière compétitive m'a pas plus excité que ça. Hop. Pulsar. Donc Pulsar 2849, je déteste les noms quand des numéros comme ça, qui veulent rien dire du tout. Voilà, j'arrive pas à y retenir. Globalement, c'est un jeu de draft de dés, donc on va avoir un pool de dés, on va récupérer des dés, ça va permettre d'activer divers types d'actions, on va récupérer des petites tuiles devant soi. C'est un jeu où j'arrête pas d'oublier comment ça marche. J'en ai fait 3-4 parties, je pense, à chaque fois un peu éloigné. Et je sais pas, c'est un jeu qui me parle pas, où je rentre qu'à moitié dedans. C'est pas mal. C'est des combos qui vont aller un peu, d'abord un truc, puis un autre, puis tout ça. On a envie de faire des choses au cours de la partie, mais j'ai pas le liant. Il y a un truc qui me manque dans ce jeu, qui fait que chaque fois j'ai l'impression de passer à côté. Donc voilà. Donc ça c'est Pulsar. Hop. Prodigal Club. Donc Prodigal Club, c'est un peu la suite de la Swill dont je vais parler après. Bon, je vais inverser l'ordre. Je vais parler d'abord de la Swill parce que quand même ça a plus de sens. Donc la Swill. Historiquement, donc les deux se suivent, hein, c'est pour ça que ça a vraiment du sens. Donc dans la Swill, on est des riches héritiers. Donc notre père, oncle, peu importe, a été très riche et n'a jamais profité de la vie. Et donc parmi ses héritiers potentiels, il va léguer toute sa fortune à celui qui a réussi à dilapider le plus rapidement possible, parmi un pécule initial.
pour montrer qu'il sait profiter de la vie. Donc en fait on reçoit tous le même pécule initial qui dépend un peu de la mise en place, on peut varier ça, ce qui varie vraiment le sens des parties sur l'investissement par rapport à certains trucs, l'anti-investissement, et on va devoir tout cramer. Donc pour ça, il va y avoir un système de pose d'ouvrier qui est vraiment très sympa sur le fait de se... On va choisir un ordre du tour à chaque tour, donc chacun notre tour on va choisir une des cases possibles, et ça va dire combien on reçoit de cartes qu'on va piocher, combien on va poser d'ouvriers, parce qu'il y a une partie de pose d'ouvriers, et combien on va avoir d'actions. L'action, c'est pour jouer des cartes. Donc on va faire ça comme ça, donc on reçoit des cartes, on se pose des ouvriers pour aller récupérer des cartes, manipuler un peu le marché, faire un peu 2-3 petits trucs autour. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir jouer nos actions chacun. Donc nos actions, ça permet de poser des cartes permanentes ou utiliser des cartes one-shot pour cramer du fric. Dans le fait de cramer du fric, on va tenter d'acheter des maisons vraiment très chères pour les revendre un peu vraiment pas cher du tout. Et si elles sont délabrées au passage, c'est encore mieux, parce qu'on peut donc délabrer des maisons en les utilisant trop, enfin en les laissant un peu traîner chez nous. Les actions immédiates, donc il y en a plein en fait qui jouent avec différents symboles, donc en fait on va mener une action et on va avoir des symboles qui vont permettre de les améliorer. Les actions permanentes nous permettent un peu de dépenser des sous de telle ou telle manière, avec tel ou tel symbole, on peut récupérer des symboles, des jokers, des choses. Voilà, donc il y a un peu de la combo de cartes, c'est vraiment assez malin. Je pense qu'aujourd'hui c'est un petit peu daté par rapport à l'époque, que la mécanique est peut-être un peu plus banale, mais ça marchait bien, on s'en est lassé au bout d'un moment, mais c'est assez cool. Donc Prodigal Club, ça reprend un peu ce même principe en plus. Donc c'est un jeu où il y a 3 modules, on joue avec 2 ou 3 modules à chaque partie, et il y a 3 trucs sur lesquels on doit se ruiner. Donc l'argent, les votes, on doit surtout ne pas se faire élire ou se faire élire, je sais plus, et je sais plus quel est le troisième plat, et les amis, on doit perdre tous nos amis. Donc à chaque fois c'est des petites mécaniques un peu qui marchent différemment de combinaisons avec les cartes, c'est assez malin, c'est relativement varié. On perd un peu ce côté hors du tour avec les cartes, tout ça, je crois. Je dis peut-être une bêtise. Et ouais, et donc on est dans le même esprit, et il y a de la petite combinaison dans tous les cas, dans tous les sens. Les deux sont combinables, donc on peut jouer le module argent du plateau Prodigal Club en utilisant le jeu Last Wheel. Je crois que je l'ai fait une fois, que c'était plutôt sympa, mais que ça devient un peu bizarre parce que le jeu est moins symétrique entre les différents plateaux. Ils ont toutes leurs petites mécaniques, les 3 plateaux ont leurs petites mécaniques un petit peu différentes avec des combos un petit peu différentes, et le but c'est de réussir à s'équilibrer un peu sur ces différents plateaux, donc à pas se ruiner trop vite parce que sinon on n'a plus assez d'argent pour perdre nos amis, en gros quoi. C'est pas vraiment rigoureusement exact, mais voilà, faut réussir à descendre assez vite sur chacun de ces plateaux, donc on a des orientations un peu temporaires, par moment on a des bonnes cartes pour faire des trucs sur certains éléments, mais du coup après ça veut dire qu'il va falloir bourriner dans un autre sens. Donc ça c'est tout à fait plaisant, c'est vraiment assez fun et c'est quand même malin, il y a de la petite combo, on n'est pas dans du gros jeu, mais c'est fort sympathique. Last Wheel avait une extension où il faut être viré, je l'ai trouvée moyennement pertinente. Voilà. Klondike, alors moi j'y ai pas joué, ça a l'air d'être des petits jeux, des vieux jeux de Vladimir Sushi qui ont été un peu réédités, j'y ai pas joué, voilà, ça a l'air un petit truc malin sur de la combinaison d'actions ou de jeux simultanés pour faire des chemins. J'ai pas joué. 20e siècle. 20e siècle, c'est un jeu que j'aime bien, qui a été assez discret. À l'époque, on l'a eu bradé, vraiment. C'était Philibert qui donnait ça pour un achat de plus de 100 €. Il y avait un 20e siècle gratuit avec. Ça va être un jeu d'achat de tuiles avec un système d'action. Moi, j'adore ces systèmes d'action un peu à prix fixe, où on fixe un prix, et le joueur suivant va se placer soit plus haut sur ce qu'on voulait, je crois, soit va changer de tuile. Ou alors je confonds avec autre chose. Est-ce que je confonds? Est-ce que c'est vraiment ça? Je sais plus, je dis peut-être des conneries. Je sais plus comment on récupère des tuiles, mais en tout cas il y a un système de marché qui est relativement intelligent. Ces tuiles, on va les récupérer, ça nous permet d'avoir des circuits qui vont nous permettre d'activer des cases entre elles pour faire tourner les usines et du recyclage, parce qu'il va y avoir de la pollution qui va se créer un peu partout. Et le but est globalement de ne pas avoir trop de pollution, sinon on va se taper des catastrophes. Il y a des systèmes d'argent, de science et de je sais plus quoi, 3 types de ressources qu'on va gagner, et dans lequel on va essayer d'entretenir les uns les autres pour faire diverses choses à base de nos connexions. C'est malin, franchement c'est un jeu qui est pas gros, mais qui est pas petit non plus,
qui est plutôt du jeu moyen format pour gamers, j'ai envie de dire. Il y a de quoi se nourrir en tout cas dedans, il y a de quoi faire. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué, là je me rends compte que je m'en souviens plus si bien que ça. Mais c'est un jeu qui me fait une bonne impression. Il est agréable à chaque fois. C'est pas le jeu qui marque, mais il est très agréable. Donc ouais, donc ça c'est pas un des jeux qui est souvent cité de cet auteur, et pourtant moi je trouve qu'il vaut clairement la peine. Et pareil, on enchaîne avec Shipyard, qui moi je pense est mon jeu préféré de sushi, voilà. Donc Shipyard, c'est un jeu de gestion dans lequel on va construire des bateaux. Donc on va avoir un plateau personnel sur lequel on va pouvoir construire des bateaux avec des tuiles qu'on va récupérer. Et pour ça, il va y avoir un système de prise d'action un peu à la Glenmore, où on va pouvoir se placer sur une tuile et faire l'action de la tuile, et ensuite la tuile va devant. Et à chaque fois, on va devoir avancer, et je crois qu'on n'est pas obligé d'avancer, mais si on se retrouve loin derrière les autres, on gagne des sous par rapport aux cases vides devant nous et aux joueurs devant nous. Et par contre, si on va faire des actions qui ont été prises récemment, on va pas gagner de sous. Et donc ça, c'est le système un peu de base, donc un peu ces systèmes de roues qui marchent assez bien. On va construire des bateaux, ensuite il va falloir les tester sur des canaux qu'on aura récupérés, et on peut avoir divers types d'améliorations, et on va devoir récupérer sur les bateaux des voiles, des canons, des trucs pour déterminer leur vitesse, qui veut dire combien de cases ils vont parcourir là-dessus, ce qu'ils vont réactiver avec certains bonus. Et ça va avoir des points de faire de gros bateaux, et des bateaux puissants, en gros. Il y a divers types de ressources un peu échangeables pour de l'argent grâce à des petits chariots qu'on va récupérer. Les actions sont mine de rien assez liées entre elles. Il y a des systèmes de roues pour savoir quelles sont les prochaines ressources récupérables par telle ou telle action sans payer. Après on peut payer pour aller chercher plus loin, mais payer c'est toujours cher. Qui fait qu'il y a une partie opportuniste sur quand est-ce qu'on a envie de jouer quelque chose, quand est-ce qu'on a envie de débloquer un truc, on va avoir un truc moins bien parce que ça débloque. Donc c'est à la fois sur les améliorations et sur les ressources qu'on va récupérer, donc les bonhommes et les éléments de bateau. C'est des pions communs qui déterminent le prochain truc à récupérer ou combien coûte chaque élément. Et ça va être bien malin avec plein de blocages, avec cette action centrale qui marche vachement bien, qui est un tout petit peu dur à suivre pour compter le nombre d'actions qui restent, mais vraiment c'est pas mal. C'est pas extrêmement lourd, mais on est quand même loin d'être dans un jeu léger, hein, c'est vraiment de l'Eurogame. Ça date un peu, mais j'en ai de très bons souvenirs et j'y ai joué il n'y a pas si longtemps que ça. Je trouve qu'il est bien comme jeu. Voilà. On finit par League of Six, qui est son premier jeu publié, je crois. Donc moi, je l'avais acheté à l'époque. J'avais trouvé ça un peu moyen. Je me souviens plus bien du principe, mais en gros, on va récupérer des bonhommes qui vont nous permettre d'activer des villes pour avoir des cubes, plus ou moins, qu'on va les livrer là-dessus, ce qui vont nous donner des points de victoire. Je me rappelle plus du tout du principe. On a des déplacements, des choses qui se passent. Je vais dire des conneries, je sens, parce que je m'en souviens plus. Il y avait des principes qui étaient assez sympas. Mais après, le tout, pour moi, tombait un petit peu à plat. C'est un jeu où on aura envie de bien aimer certains éléments qu'il fait et de se dire « Ah, c'est malin ». Et au final, il y a un côté... ouais, le souffle prend pas, pour moi. Faudrait que j'y rejoue pour me rappeler plus que ça, mais en fait, j'ai pas envie d'y rejouer. J'y avais rejoué quelques années plus tard, et effectivement, je suis pas extrêmement convaincue. Du coup, pour conclure... Donc sur les jeux de Vladimir Sushi, et c'est quoi sa patte? Alors j'ai pas grand chose de très précis à dire, parce que vous voyez, donc tous ces jeux, moi j'en pense pas forcément des choses très très précises à chaque fois. Il y a plusieurs de ces jeux où il y a un côté potentiellement mécaniquement un peu froid, que moi je ressens, que d'autres ne ressentent pas, avec un côté un peu optimisation, gestion de ressources, qui est existant. J'ai pas mis les accents sur son nom, parce que j'ai pas réussi avec la plus que j'avais. Il y a des jeux que j'aime beaucoup de lui. Moi j'aime beaucoup Shipyard, j'aime beaucoup 20e siècle, j'aime vraiment bien Praga. Last Will, j'en ai des super souvenirs avec Prodigal Club. Messina c'est sympa, et voilà. Après il y a d'autres jeux que je trouve plus sympas, mais où on va, pour moi, juste réaliser des actions. Bon, c'est un peu bête de dire ça dans un jeu de poste d'ouvrier, parce que c'est quand même souvent le cas. Mais voilà, Woodcraft qui va sortir m'excite pas mal. Je pense qu'il a des jeux qui... Ça déclenche souvent des bonus qui vont donner d'autres bonus, qui vont donner d'autres bonus, avec des trucs un peu imbriqués les uns avec les autres, sans que ce soit des circonvolutions pour réaliser l'action. Réaliser l'action, c'est en général relativement facile. La valoriser et les impacts vont dépendre d'un autre élément. C'est des jeux qui sont pas forcément ultra durs à prendre en main, sauf Pulsar, qui pourtant n'a pas les règles les plus compliquées, mais moi je sais pas, j'arrive pas à retenir les règles de jeu.
Et voilà, donc oui, non, ben voilà, comme je l'avais promis, j'ai pas grand-chose d'extrêmement précis à dire sur cet auteur. En tout cas, c'est un auteur qui est vraiment assez prolifique parce que là, il a sorti un jeu par an depuis longtemps, il a sorti un gros jeu par an depuis longtemps, il a fait des choses avant, il a fait des mécaniques relativement variées, on voit que les systèmes de roues lui plaisent bien, par exemple, de diverses manières. Ces systèmes-là, des trucs assez proches de la pose d'ouvrier. Et je pense qu'il va encore faire pas mal de choses. Là, je suis assez intriguée par le fait que son dernier jeu et son prochain jeu sont des jeux co-signés avec des gens inconnus, dont c'est essentiellement les premiers jeux. C'est une démarche que je trouve assez chouette, qui peut donner des choses cool. Notamment, ça permet à des gens... Alors, encore une fois, je sais pas quelle est la structure derrière, donc peut-être que je vais dire des bêtises, mais... Si ça permet à des gens un petit peu débutants dans le développement de faire des jeux bien finis qui tournent très bien avec des bonnes idées de base, bah c'est très cool. Donc voilà, moi je vais regarder Woodcraft en tout cas avec attention, je vous en reparle peut-être bientôt. Et puis gros bisous à tous, et puis à une prochaine, tout ça, salut!